Ces dernières années touchées par la pandémie ont été des années marquantes dans le monde, mais également dans la société québécoise. En effet, la réalité financière québécoise s'est vue être transformée, et ce, sans l'ombre de doute. L'inflation a considérablement augmenté et son effet s'est fait ressentir dans de nombreux domaines. Par exemple, les paniers d'épicerie coûtent 20 à 25 % plus cher qu'autrefois, tandis que le salaire n'a pas proportionnellement augmenté. Les Québécois font également face à la crise du logement, l'inaccessibilité immobilière et plein d'autres problèmes. Dans notre étude, nous voulions comprendre si les finances personnelles pouvaient avoir un impact sur les étudiants du Cégep. Pour commencer, nous avons donc demandé à 30 étudiants d'évaluer leur niveau de stress financier sur une échelle allant de 1 à 10. Cela nous a permis de voir à quel point les questions d'argent influencent leur bien-être au quotidien. Quand on regarde notre tableau de distribution, on voit d'abord que le stress financier n'est pas ressenti de la même façon par tout le monde. Certains des étudiants vivent presque aucun stress, alors que d'autres en sont beaucoup plus affectés. Par exemple, 5 étudiants ont choisi un niveau de stress de 1, ce qui représente environ 17 % de notre échantillon. Ces étudiants ne semblent donc pas être trop touchés par les difficultés financières. À l'inverse, d'autres niveaux comme le 3 et le 8 sont plus fréquents avec 6 étudiants chacun, soit 20 %, ce qui est quand même intéressant car ces deux niveaux représentent deux réalités très différentes. Le niveau 3 montre un stress plutôt faible, tandis que le niveau 8 indique un stress élevé. On voit donc qu'il existe vraiment deux groupes, ceux qui ressentent peu de stress et ceux qui en ressentent beaucoup. D'autres niveaux comme 5, qui correspondent à un stress modéré, sont aussi présents avec 5 étudiants. Cela montre quand même qu'une grosse partie du groupe vit un stress qui n'est ni très faible ni très élevé, mais il reste quand même présent. Afin de mieux comprendre la situation financière des élèves, on a décidé d'aller directement à la source et de poser des questions aux étudiants pour avoir une idée plus complète de la situation. Comme ça, genre? Ouais. Est-ce qu'il faut que je te regarde ou la caméra ou... Comme tu veux, mets-toi à l'aise. As-tu un emploi? Oui, j'ai un emploi. Oui. Et pourquoi est-ce que tu occupes cet emploi-là? Pour financer mes études et financer ma voiture. Parce que j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de me financer, d'acheter mes produits. Donc, est-ce que tu trouves ça facile de balancer ton emploi et tes études? Honnêtement, non, je trouve que c'est quand même vraiment difficile de pouvoir balancer les deux. Tu peux pas être concentré dans les deux à 100 %, donc faut que tu aies un bon 50-50, genre. Cette session-là, c'est plus facile parce que j'ai moins de cours, mais en général, j'avais cet emploi-là sur les sessions passées. C'était quand même un peu dur de balancer parce que j'avais quand même... Donc, est-ce que ton emploi venait impacter négativement tes notes? Quand même, oui, parce que la majorité de mes quarts de travail, ça finissait le soir, donc il n'y avait pas vraiment l'opportunité d'étudier. Ouais, 100%. Le fait d'avoir un emploi? Ouais. Affecté négativement? Négativement. Merci beaucoup. Dans le cours, là. En tout cas. Pour ma part, je vais vous parler de nos résultats par rapport à la COTER. La COTER est le système utilisé par le Cégep qui permet de situer les résultats d'un individu par rapport au reste de son groupe. On est ensuite allé voir les Cégepiens pour leur demander quelle était leur satisfaction personnelle par rapport à leur COTER. Et on a découvert que 43,3 % des Cégepiens étaient satisfaits par rapport à leurs résultats. On a aussi 36,7 % des étudiants qui se disent neutres par rapport à leurs résultats. Nous avons par la suite fait des calculs pour déterminer la COTER de nos répondants et nous avons découvert que la COTER de nos répondants se situait entre 27,5 et 30,7, 19 fois sur 20. On a aussi obtenu un coefficient de variation sur cette donnée de 15 %, ce qui veut dire que nos valeurs sont très peu dispersées. Ces valeurs peuvent avoir l'air élevées puisque la COTER du Québec est de 25, mais cela peut être dû au fait que beaucoup de nos répondants étaient dans un programme préuniversitaire, ce qui veut dire qu'ils font plus attention à leur COTER en général que les autres domaines d'études. De plus, notre échantillon est très petit, 30 personnes, ce qui veut dire que notre échantillon n'est pas représentatif du Québec. Bien que la taille de notre échantillon soit petit avec simplement 30 individus, il nous suffit simplement de 28 individus pour faire nos calculs. Avec ce nombre d'individus, cela nous permet de dire que nos résultats sont exacts à 97 % avec une marge d'erreur qui est simplement de 5 %. Cette marge d'erreur nous donne une zone d'erreur qui est de 1,45 pour notre COTER, ce qui veut dire que notre COTER n'est peut-être pas significatif pour le Québec au complet, mais elle l'est pour possiblement le Cégep à Montréal. Par la suite, nous avons fait ce graphique qui représente la COTER par rapport au stress. Et on peut voir avec ce graphique que nos valeurs sont très dispersées.
on obtient alors un coefficient de détermination de 0,0271 et un coefficient de corrélation de 0,16. Cela veut dire que nos valeurs sont très peu liées l'une à l'autre, ce qui veut dire que le stress n'affecte pas la quota, mais ça peut être erroné puisque notre échantillon est très petit. Puisque le but de notre recherche est de comprendre l'impact des finances sur les résultats scolaires, nous avons trouvé très pertinent de comparer le nombre d'heures étudiées par semaine et le nombre d'heures travaillées par semaine. En moyenne, les étudiants du cégep de notre échantillon étudient 3 heures de plus qu'ils travaillent par semaine, soit 14 heures d'études pour environ 11 heures de travail. Les deux distributions ont le même intervalle le plus populaire, soit entre 10 heures et 15 heures par semaine. On remarque que les étudiants mettent du temps et des efforts similaires pour leurs études et le travail. Nous pensons que cette similarité peut être due au fait que les étudiants commencent à travailler de plus en plus tôt. Cela pourrait donc leur apprendre jeunes qu'il faut réussir à balancer le travail et les études, mais ce qui pourrait aussi mener à une baisse de concentration sur l'éducation, ce qui peut donc mener à une baisse de résultats selon une étude sur le sujet. Les écart-types sont très similaires. Les données sont donc similairement dispersées autour de la moyenne. La plus grande différence se retrouve au niveau de la médiane. La médiane pour les heures étudiées est beaucoup plus basse que la médiane pour les heures travaillées. Il y a beaucoup plus de gens qui étudient 10 heures ou moins par semaine, soit 14, que de gens qui travaillent 10 heures ou moins par semaine, soit 9. En général, le Collège Montmorency recommande 3 heures de travail personnel par cours hors classe, et il faut au moins 4 cours à son horaire pour être considéré un élève à temps plein, pour un total de 12 heures. Cela veut donc dire que plus de 40% des étudiants étudient moins que le minimum recommandé par le Collège Montmorency. Nous remarquons que 20% des étudiants travaillent 20 heures ou plus par semaine, ce qui correspond à une charge de travail risquée pour le succès académique, selon une étude sur le sujet. En conclusion, il semblerait que les étudiants ont appris à balancer le travail et les études, mais il semblerait y avoir plus d'étudiants qui ont tendance à ne pas assez étudier que d'étudiants qui travaillent trop, selon les recommandations. Étant donné que notre étude vise à déterminer la façon dont les finances peuvent avoir un impact sur les résultats scolaires des étudiants au niveau collégial, nous avons construit un questionnaire composé de plusieurs questions visant à avoir une meilleure vue d'ensemble sur cette relation. Nous nous sommes d'abord intéressés au programme d'études fréquenté par l'étudiant, c'est-à-dire préuniversitaire, tremplin d'aide ou encore une technique, puis à son degré de satisfaction face à ses résultats scolaires. Nous avions également cherché à connaître par quels moyens financent-ils leurs études, c'est-à-dire par leurs parents, par la bourse, eux-mêmes ou un mélange de leurs parents et eux-mêmes. Le nombre d'heures consacrées hebdomadairement à leur emploi, manque-t-il des journées de travail à des fins scolaires, donc études, cours ou peu importe? Combien d'heures étudient-ils par semaine? Ressentent-ils un niveau de stress par rapport à leurs finances personnelles? Et on a également cherché à connaître leur quota général. Après la diffusion de notre questionnaire à de nombreux cégepiens, nous avons obtenu un total de 44 réponses, ce qui constitue notre population. Nous avons par la suite procédé à un échantillonnage aléatoire simple afin de pouvoir sélectionner des questionnaires sur lesquels allait se réaliser notre étude. Cette méthode consiste à choisir aléatoirement le nombre de questionnaires désirés en donnant à tous les questionnaires la même chance d'être choisis. À l'aide du logiciel Excel, nous avons pu obtenir au hasard 30 questionnaires parmi les 44 réponses obtenues, ce qui correspond à notre échantillon. Nous avons choisi cette méthode d'échantillonnage car chaque étudiant a la même probabilité d'être sélectionné. Ça rend donc notre échantillon plus représentatif et nous permet d'appliquer les méthodes statistiques, par exemple intervalle de confiance, test d'hypothèse. D'après les résultats du questionnaire sur les méthodes de financement des études, on peut voir que la majorité des élèves financent leurs études grâce à leurs parents. Sur les 30 étudiants interrogés, 16 personnes financent leurs études grâce à leurs parents. Une bonne partie des élèves payent aussi leurs études eux-mêmes, tout en recevant une aide complémentaire de leurs parents. Même si on dit souvent que les études au Québec ne coûtent presque rien, la réalité est différente. Les frais de session et les livres ne coûtent pas très cher comparé à d'autres pays, surtout au cégep, mais cela ne représente qu'une petite partie des dépenses. En plus des frais scolaires, il faut aussi penser aux dépenses de tous les jours. Manger sur place quand on manque de temps, payer le transport comme la carte aux puces ou l'essence, et assumer les dépenses personnelles. Ces coûts reviennent chaque mois et s'additionnent rapidement.
Notre échantillon est composé de 30 cégepiens. La question à se poser, c'est est-ce qu'un échantillon aussi petit peut être vraiment représentatif d'une population de plusieurs milliers d'individus? Comme mentionné par mon collègue, nous avons simplement eu besoin de 28 individus pour estimer un intervalle de confiance à 97%. C'est-à-dire que nous sommes confiants que 97% des réponses vont se situer dans l'intervalle fixe et seulement 3% à l'extérieur de l'intervalle. En revanche, pour obtenir une estimation du pourcentage d'étudiants qui ressentent un niveau de stress de 1 ou de 2 avec un niveau de confiance de 90%, il aurait fallu interroger 946 étudiants, soit presque 32 fois plus grand que notre échantillon actuel. Ainsi, on peut comprendre les limitations d'un échantillon si petit. Il devient dur d'affirmer des proportions ou des valeurs avec un grand degré de confiance. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre vidéo. En conclusion, plusieurs de nos résultats ont été marquants. Les élèves préfèrent peu étudier que peu travailler. La plupart étudient moins que le seuil recommandé. Ils commencent à travailler de plus en plus jeunes, etc. De l'autre côté, la moyenne de nos cotères semble bien plus haute que la moyenne québécoise, indiquant une force académique spécifique à notre échantillon. Cependant, notre résultat le plus marquant est qu'il ne semble pas y avoir de lien entre le stress financier et les résultats scolaires. Ce résultat nous a poussés à étudier les failles dans notre méthode échantillonnale et dans notre taille d'échantillon. Un échantillon de 30 personnes n'est tout simplement pas assez pour pouvoir trouver de corrélations linéaires. Notre nuage de points était très répandu, alors qu'un nuage plus grand aurait pu permettre d'établir une corrélation linéaire ou une corrélation d'autres types. De plus, les questionnaires ont été envoyés à des membres de l'entourage des élèves de l'équipe. Étant des élèves de la science de la nature, les élèves avaient souvent des cotères bien plus hautes que les moyennes québécoises. Toutes ces faiblesses pourraient être des points à améliorer pour une équipe future. Si nous avions à conseiller une équipe future sur leur projet, nous conseillerons d'augmenter leur taille échantillonnale, mais aussi de diversifier leur échantillon. Ensuite, si nous avions à faire des recommandations pour des élèves d'autres cégeps, à Limoilou, à Jonquière ou à Chicoutimi, peu importe, nous leur conseillerons d'étudier au-dessus du seuil d'études minimales de 15 heures par semaine, mais aussi de travailler en bas du seuil maximal de 20 heures par semaine recommandé. En somme, cette étude nous a permis, aux membres de l'équipe, d'en comprendre plus sur le processus statistique, de la collecte de données jusqu'au traitement de celles-ci.